Monique Atlan, Roger-Paul Droit, merci de nous accorder cette interview. Merci. En 2018, vous animiez au Palais des Congrès de Saint-Raphaël une première carte blanche consacrée à l'intelligence artificielle. Cette année, c'est autour de la thématique de l'espoir. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de réitérer cette expérience ici? De revenir déjà à Saint-Raphaël, parce que c'était un vrai plaisir, parce que c'est vrai que ça nous a permis de rencontrer des gens qui ont vraiment envie de faire réfléchir, et ça nous convient. Et effectivement, l'année dernière, nous avions évoqué le thème de l'intelligence artificielle qui maintenant enfle et progresse et intéresse de plus en plus de gens. Et cette année, le thème de l'espoir. Et au fond, entre les deux, il y a ce lien que ça interpelle notre monde contemporain, à la fois comment imaginer un monde où l'intelligence artificielle va prendre le pas peut-être sur les intelligences humaines, et concernant l'espoir, évidemment, de nos jours en ce moment avec cette actualité française si perturbée, comment essayer de sortir, de trouver une issue en réintégrant l'espoir dans la pensée, dans le désir des gens qui ont eu envie peut-être de l'écarter par peur de déception, par peur de quelques échecs éventuels, et au fond, d'une certaine façon, par envie de jeter le bébé avec l'eau du bain, de ne pas retenir ce qui est une des grandes dimensions de l'être humain quand même. Alors l'espoir semble avoir déserté le champ de notre vie contemporaine. Peut-on parler d'une crise de l'espoir? Alors s'il y a une crise de l'espoir, c'est essentiellement une crise de l'espoir collectif. Ce qui nous a frappé il y a déjà 3 ou 4 ans, et nous avons fait un livre, Monique Atlan et moi, qui s'intitule « L'espoir a-t-il un avenir ?», c'est le fait que chaque individu continue à avoir des espoirs privés, personnels, pour lui-même, pour ses enfants, etc. Et en fait, il n'y a plus d'horizon collectif. L'idée que nous allions tous ensemble construire un monde meilleur, différent, et être d'une certaine manière animés par cet espoir-là, eh bien, c'est quelque chose qui est en panne, probablement parce qu'il y a eu trop de déceptions, il y a eu trop de désillusions, et aujourd'hui, il y a une sorte d'attitude un peu chic qui est « on ne nous la fera plus, on est désabusé, c'est plus malin, c'est plus intelligent de ne pas croire à l'espoir ». Et nous pensons finalement que c'est quelque chose qui est tout à fait dommageable, et que sans être bisounours, sans faire comme ça, sans croire n'importe quoi, il faut essayer de restaurer une dimension de l'espoir collectif à travers le prendre au sérieux d'abord, voilà, commencer à se demander qu'est-ce que c'est au juste l'espoir, comment ça fonctionne, comment ça se met en place, comment peut-être ça se bloque, comment ça peut éventuellement se débloquer, et donc il faut, je crois, le remettre dans le débat public. Alors, justement, dans cet ouvrage, vous expliquez qu'une tentative d'éradication philosophique de l'espoir a marqué de son empreinte l'histoire de la pensée occidentale. Est-ce que espérer implique-t-il de rompre avec cet héritage philosophique? De rompre, peut-être pas, mais en tout cas de le questionner. C'est vrai que Roger-Paul et moi, nous avons été tout à fait étonnés quand nous avons travaillé, voulu aller voir le corpus philosophique sur le thème majeur de l'espoir. Il n'y a pas grand-chose, il y a très peu. Les philosophes ne s'intéressent pas à cette notion, et quand ils s'y intéressent, c'est pour la critiquer de façon parfois tout à fait acerbe. Quand Spinoza traite l'espoir de passion triste qu'il faut éradiquer, quand Montaigne, quand Pascal disent qu'il faut préférer vivre le temps présent plutôt que s'illusionner sur un avenir, etc. Donc effectivement, ce que nous tentons de faire, c'est une sorte de dégrippage philosophique en essayant de repenser cette notion, et surtout en nous rendant compte que si elle a échappé peut-être à la philosophie, c'est qu'elle a quelque chose de singulier, cette notion de l'espoir, c'est qu'elle est à la fois une idée, un concept, comme tous les concepts de la philosophie, mais c'est en plus une émotion, un désir, un affect, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a appelé, on a choisi d'appeler ça une émotion pensante, comme peuvent l'être la confiance, l'audace, le courage, qui marient à la fois une idée et quelque chose de l'ordre plus corporel, de l'ordre de l'affect et du désir. Et donc, je pense qu'on n'a pas assez tenu compte de ces dimensions-là. Alors, le réinvestissement du politique est-il une clé pour redonner à l'espoir sa dimension collective? Alors, je crois que ça marche probablement à l'envers. C'est en retrouvant la possibilité d'un espoir collectif
que l'on pourra de nouveau irriguer le politique. Parce que les politiques, ils n'ont finalement que l'espoir à la bouche la plupart du temps. Attendez un petit peu, et cette fois ça va marcher, nous allons ne pas vous décevoir, vous avez raison d'espérer, ou l'espoir revient, ou ça c'est un discours politique habituel, légitime d'une certaine manière, du point de vue électoral et du point de vue de l'opinion publique, mais je crois qu'il faut d'une certaine manière avoir réirriguer l'espoir, l'avoir remis en route pour qu'il puisse se retrouver dans le politique et reprendre évidemment. La dimension politique, c'est évidemment la dimension où l'espoir collectif peut s'inscrire, se réaliser, se réfléchir lui-même. Et ce qui manque probablement à nos politiques aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est de faire récit collectif. Vous voyez, il n'y a pas d'espoir qui ne soit non formulé. Il y a d'espoir seulement s'il se parle, s'il se dit, s'il s'explicite. Et une des tâches des politiques, ce serait presque d'être les romanciers, si vous voulez, des idéaux collectifs. Et ça, ils essayent, ils n'y parviennent pas encore toujours bien. Alors, personnellement, pour conclure, qu'est-ce qui, tous deux, vous fait espérer aujourd'hui? Probablement, en ce qui me concerne en tout cas, le choix, le désir de l'inachevé, c'est-à-dire de ce qui reste ouvert, de ce qui reste encore à faire, le pas encore, parce que sinon, effectivement, si on ne prend pas cette option, il y a le risque très vite de tomber dans une clôture mentale, une clôture à l'égard des autres, une clôture par rapport à l'avenir, et au fond, c'est tout le contraire de ce qui peut faire le vivant. Donc effectivement, pour moi, c'est probablement de parier sur la transmission aux générations futures, de tenir compte des générations futures, et non pas seulement de sa propre vie, de ses propres espoirs, c'est-à-dire d'irriguer le tissu du vivant, d'un espoir qui n'est pas forcément à réaliser tout de suite maintenant, mais qui est à remettre en mouvement en tout cas. Pas mieux. En tout cas, je dirais la même chose peut-être avec mes mots à moi. Ce qui me fait espérer, c'est l'espoir lui-même d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui soit sa concrétisation. Il y a cette idée qu'il y a toujours finalement quelque chose à faire et que même les situations qui paraissent les plus difficiles, les plus fermées, les plus noires, ont la possibilité de disparaître, de laisser place à autre chose. L'idée contraire absolument à tout espoir possible, c'est l'idée que tout est clos, c'est achevé, ça ne bougera plus jamais, et c'est inscrit au fronton de l'enfer chez Dante. Vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir. On abandonne tout espoir dans l'enfer. Pourquoi? Parce que ça ne changera jamais, l'enfer. On est damné éternellement dans cette théologie. Alors que, si on pense que finalement, l'histoire humaine n'est jamais vraiment totalement terminée, qu'il y a une transmission aux générations futures, qu'elles nous inventeront des choses que nous ne savons pas, c'est pas fini. Voilà, l'idée de l'espoir, c'est l'idée que c'est pas fini. Monique Atlan, Roger Paul Droit, merci infiniment pour ce temps d'échange.